Bonjour à tous, je suis Claire Boulotti et nous sommes en direct des JESFC 2018 sur le plateau de Cardio Online où j'ai le plaisir d'être avec Thibaut Damy qui travaille donc au centre de référence des amyloses à l'hôpital Henri Mondor. Et donc Thibaut, première question, qu'est-ce que l'amylose AL et est-ce une pathologie fréquente? Bonjour Claire, l'amylose AL en fait est une pathologie qui est clairement sous-estimée par nous les cardiologues. La raison principale, c'est que ces patients, en fait, on ne les diagnostiquait pas et malheureusement, ils décédaient d'insuffisance cardiaque sans évolution, enfin sans prise en charge adaptée. Alors, qu'est-ce que l'amylose AL? L'amylose AL, en fait, est liée à un dérèglement des globules blancs qui vont se mettre à produire un grand nombre d'anticorps. Ce qui peut se rentrer dans le cadre d'une gammapathie ou d'un myélome, c'est très fréquent. 10% des sujets de plus de 80 et quelques années ont une gammapathie. Le problème, en fait, c'est que lors de ces gammapathies, les globules blancs peuvent produire des chaînes lourdes, des chaînes légères, et dans les chaînes légères, des sous-unités qui vont avoir la possibilité de fabriquer des fibrilles amyloïdes. Et ces fibrilles amyloïdes vont venir infiltrer les organes, des fois tous les organes, des fois uniquement le cœur, et vont modifier donc la structure cardiaque en engendrant donc une hypertrophie du cœur, mais surtout une augmentation importante de la rigidité du cœur et donner une insuffisance cardiaque diastolique avec une destruction progressive du cœur, une mort cellulaire, etc. Et alors, quels sont les traitements actuels de l'amylose AL et les perspectives thérapeutiques s'il y en a? Alors actuellement l'amylose AL, en fait, pourquoi et quel est le devenir de ces patients? C'est une pathologie qui est très grave. Une amylose AL qui arrive à un stade de décompensation cardiaque, on sait que la survie en l'absence de toute thérapeutique est de 6 mois. Alors, quelles sont les thérapeutiques dont on dispose actuellement? Les thérapeutiques dont on dispose actuellement, ça va être des thérapeutiques pour empêcher les globules blancs de produire ces anticorps. C'est donc des produits principalement hématologiques. Donc, dans le monde était utilisé l'autogreffe. En France, on a démontré, les équipes d'hématologie ont démontré que les chimiothérapies étaient mieux tolérées que l'autogreffe chez ces patients avec des résultats à peu près corrects, tout en sachant qu'il s'agit d'une maladie grave. Et donc, c'est la chimiothérapie. Mais la chimiothérapie, elle ne va viser en fait qu'à empêcher les globules blancs de produire les anticorps et la maladie malheureusement peut continuer d'évoluer au niveau cardiaque parce que le cœur a été trop lésé ou du moins le cœur ne va pas pouvoir revenir à son état normal puisque les fibrilles amyloïdes sont toujours en fait dans les organes. Alors les nouveaux traitements, c'est là en fait la thérapeutique du futur, c'est que des nouveaux médicaments sont en train de se développer pour pouvoir retirer les dépôts. Et donc ces nouveaux médicaments, en fait, ce sont des anticorps. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans le processus amyloïdogène, c'est que ce sont nos propres protéines qui nous infiltrent. Et donc nous, notre corps humain n'est pas capable de lutter du point de vue immunogénique contre ces fibrilles. Donc on se laisse infiltrer, notre système auto-immun, enfin notre système inflammatoire ne va pas réagir. Donc là, en fait, l'industrie a créé des anticorps qui sont spécifiques en fait de la forme fibrillaire amyloïde et notamment celle produite par les chaînes légères kappa et lambda. C'est un des nouveaux essais et des nouveaux médicaments qui a été créé, qui est dirigé contre ces fibrilles amyloïdes liées produites par les anticorps dans les amyloses AL et qui va donc du coup cibler les fibrilles amyloïdes qui sont solubles dans le sang, mais également celles qui sont situées dans les organes. Et donc les anticorps vont aller trapper en fait ces propres anticorps également amyloïdogènes. Nos macrophages vont venir reconnaître à ce moment-là ces anticorps thérapeutiques et nettoyer les dépôts. Et donc là, l'innovation, c'est qu'on a une première étude qui a été faite sur un peu plus de 60 patients. C'était une étude phase 1-2 pour calculer la dose et voir si la tolérance du médicament était bonne, s'il n'y avait pas de signal de sécurité, et de voir s'il y avait des effets sur les biomarqueurs et sur l'évolution en fait, de ces patients. Et là, ce qui a été très intéressant, c'est que sur les protocoles classiques de chimiothérapie, il y a plus de 44% des patients qui continuent de progresser au niveau cardiaque. Il y a moins de 20% ou 30% qui sont stabilisés et le reste, donc, c'est ceux qui s'améliorent. Il y a donc vraiment un enjeu majeur. Et là, en fait, dans cet essai, il n'y a plus aucun patient qui n'a progressé et on a assisté à plus dans un tiers des cas à la diminution du NT-proBNP de manière très conséquente chez ces patients. Et ça, dans un médiane d'effet de moins de 2 mois. Donc une action extrêmement rapide. Les médicaments étaient combinés à la chimiothérapie, mais extrêmement rapide qui permet vraiment d'espérer un développement futur. Et donc il y a 2 essais qui sont en cours, un essai de phase 2 et un essai de phase 3.
pour justement le mettre dès le départ en fait lorsqu'on diagnostique l'amylose AL avec la chimiothérapie ou pour rattraper les patients qui ont répondu à la chimiothérapie mais qui ont encore des dépôts importants au niveau du cœur et on voit donc qu'il va y avoir une véritable révolution dans les aspects thérapeutiques de cette prise en charge sur la maladie causale. Mais du point de vue cardiologique, il faut aussi gérer et suivre les conséquences et là le cardiologue a une implication majeure puisqu'il va falloir arrêter les traitements bêta-bloquants, envisager un traitement anticoagulant, potentiellement arrêter tout ce qui est IEC, etc., bien que le patient soit insuffisant cardiaque et envisager la pose des pacemakers. D'accord, merci pour ces espoirs thérapeutiques et pour la prise en charge un peu pratique. Mais alors justement, en tant que cardiologue, comment est-ce qu'on fait le diagnostic et quel bilan préconiser quand on pense à une amylose? Alors, le problème du cardiologue, c'est qu'il faut qu'il y pense. Et là, actuellement, les amyloses AL, en fait, elles sont dans plein de pathologies, comme l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, comme la cardiopathie hypertensive, parce que c'est une pathologie qui survient préférentiellement chez les sujets de plus de 60 ans, qui sont tous hypertendus. Donc quand on va voir une hypertrophie cardiaque, on va penser à une autre étiologie, voire dans ce qu'on va appeler des CMH, etc. Et donc le cardiologue, ce qu'il va devoir voir, en fait, c'est voir que quand il y a un épaississement du cœur à l'échographie, c'est un épaississement du cœur qu'il mesure. Et donc cet épaississement, il peut être lié à l'hypertrophie des cardiomyocytes, mais aussi à un processus infiltratif. Et donc si le patient est très symptomatique, il décrit des signes d'insuffisance cardiaque, il a un NT-proBNP élevé, il a une troponine élevée, ce qui est excessivement fréquent dans les amyloses du fait de la mort cellulaire liée au dépôt, et bien il faut penser à amylose. Et l'échographie est bien sûr importante, c'est là où on va voir éventuellement un profil restrictif, malheureusement c'est dans les formes sévères. La FEVG va être préservée, mais la mesure du strain est également importante parce qu'il va y avoir une discordance entre un strain abaissé, un débit cardiaque bas et une FEVG préservée. Et là, le cardiologue, à ce moment-là, dans son cabinet, doit réinterroger son patient, voir s'il n'y a que des symptômes cardiaques, ce qui est fréquent dans un cas sur deux dans les amyloses AL, et puis voir s'il n'y a pas d'autres atteintes cutanées, néphrologiques, etc. Qu'est-ce que le cardiologue peut prescrire comme examen pour confirmer ou pas l'atteinte amyloïde? Le premier est l'IRM. Là, à l'IRM, on va pouvoir voir le rehaussement diffus du myocarde, etc. Mais également prescrire des bilans sanguins très simplement. Alors, le bilan sanguin qu'on prescrit habituellement dans ce contexte-là, c'est l'électrophorèse des protides sanguines. Mais l'électrophorèse des protides sanguines, elle va surtout détecter les chaînes lourdes. Et dans l'amylose AL, le problème, c'est les chaînes légères. Et on peut avoir une amylose AL qu'avec des chaînes légères. Donc il ne faut pas se contenter de l'électrophorèse simplement. Il faut faire l'électrophorèse, l'immunoélectrophorèse ou l'immunofixation, et surtout le dosage des chaînes légères libres, qui va permettre de mesurer le taux de kappa de lambda, et on va pouvoir identifier en fait la chaîne qui est responsable de l'amylose, et associer à ça une mesure de la protéinurie urinaire à la recherche de la fameuse protéinurie de Ben-Jones, qui est en fait une des chaînes légères. Avec tous ces tests, on peut vraiment améliorer le dépistage de ces patients, sans oublier qu'il existe d'autres formes d'amylose, qui sont bien sûr les amyloses à transthyrétine, et qui représentent en fait 2/3 des amyloses. 1/3 d'amylose AL dans notre population, 1/3 d'amylose héréditaire à transthyrétine, 1/3 d'amylose sénile. Merci beaucoup Thibaut. Merci Claire.